Bonjour, bonjour à tous. Alors on commence un petit peu en avance tout simplement pour faire quelques réglages, vérifier que tout fonctionne bien. Je vais inviter à participer Marianne Génévrier. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Nous sommes en train de faire quelques réglages pour vérifier que tout va bien. On pourra commencer le webinaire dans quelques instants. Alors, j'invite Marianne Génévrier à participer.
Normalement, Marianne Genévrier devrait nous rejoindre. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre deux. Bienvenue sur ce premier webinaire d'Intelligia. On va commencer dans quelques instants. Voilà, il y a Marianne Genévrier qui se prépare à nous rejoindre. On va pouvoir commencer. Et bonjour. Bonjour Marianne, bienvenue. Merci. Bonjour. On est déjà pas mal de participants. Tout le monde est très ponctuel. On peut peut-être attendre quelques minutes encore, mais on devrait... mince, Marianne est repartie. Oui, pour rappel, du coup, tous les micros et caméras sont coupés. Mais néanmoins, vous aurez la possibilité, effectivement, si vous le souhaitez, de poser des questions via cet onglet en bas à droite, questions. Et puis, si besoin, vous pourrez également vous donner la parole directement pour préciser vos questions. On va pouvoir, je pense, du coup, commencer. Donc, bienvenue à tous ce premier webinaire d'Intelligia qui est consacré, comme vous l'avez vu, aux tâches chronophages. On a essayé de vous répondre à la question comment minimiser certaines tâches chronophages dans le notariat. C'est une thématique qui nous a paru assez pertinente, puisque à la fois Notarian et Intelligia peuvent vous apporter des solutions concrètes que vous allez voir, vous êtes tout à fait en capacité de les intégrer au sein de vos études. Donc c'est une thématique qui nous a semblé pertinente et intéressante à vous partager aujourd'hui. Du coup, je suis accompagnée aujourd'hui de Marianne Genévrier. C'est un vrai plaisir de t'avoir, Marianne, avec nous. Peut-être, du coup, Marianne, tu peux te présenter en quelques mots et présenter ton activité avec Notarian? Oui, avec plaisir, Marianne, merci. Alors, d'abord, confirme-moi que tout le monde m'entend, parce que j'ai eu un petit bug On à t'entend l'instant. bien. Allez, super, bon, bah, parfait. Alors d'abord, merci Marianne de ton invitation. Donc moi, je m'appelle aussi Marianne. C'est suffisamment rare pour se retrouver en webinaire avec deux C'est Marianne vrai, c'est vrai. quasiment de la même génération, quasiment du même âge. C'est Ouais. assez drôle. Donc moi, Marianne Genévrier. Je travaille au sein du cabinet Notarian, dont je suis la fondatrice et la dirigeante. Me concernant personnellement, je suis diplômée notaire et consultante certifiée en management opérationnel de l'ESCP Business School. Ça, c'est pour moi. Pour ce qui concerne Notarian, c'est un cabinet de conseil en management et en gestion des ressources humaines à destination des notaires, de leurs collaborateurs et des partenaires du notariat. Donc j'interviens au sein du cabinet auprès de nos clients qui sont notaires et partenaires dans le cadre de différentes missions qui sont toutes interdépendantes, toutes complémentaires, et qui sont notamment le recrutement, donc l'accompagnement opérationnel à la recherche et l'intégration de nouveaux collaborateurs, le conseil en management, en gestion des ressources humaines, donc avec des missions de plus en plus, progressivement plus profondes ou plus légères comme le coaching, ou plus en profondeur comme l'audit managérial et organisationnel. J'interviens aussi en tant que formatrice auprès des différentes institutions du notariat, comme le Cridon, également l'INAFON. J'interviens aussi en formation initiale auprès des étudiants
qui vont rejoindre le notariat, collaborateurs clercs, mais aussi comptables taxateurs en gestion des ressources humaines. J'interviens dans la conduite du changement, et ça, on va en parler tout à l'heure, la mise en place de process, notamment dans le cadre de systèmes de management de la qualité, avec un accompagnement qui peut aller jusqu'à la certification norme ISO 9001, et puis sur tout type de problématiques managériales, organisationnelles, tenue des entretiens individuels, résolution de problématiques diverses et variées, accompagnement à une meilleure organisation personnelle et collective, pour tendre en fait vers plus de performance. C'est l'objectif que l'on poursuit dans chacune des missions dans lesquelles j'interviens. Notarian a une activité extrêmement variée, donc dans ces problématiques qui le sont également, pour tout type d'office, TPE, PME, de la plus petite à la plus grosse, y compris les coopératives, y compris les multi-offices, et tout ça en France entière, en présentiel et en visio pour être moderne. Donc voilà, je crois que j'ai été, en tout cas je l'espère, la plus exhaustive possible. Effectivement, donc on comprend que, la thématique des tâches chronophages, tu dois quand même en entendre parler, assez régulièrement, au sein de tes études, que tu accompagnes? Absolument. À partir du moment où notre objectif premier est celui de tendre vers plus de performance, de qualité de vie au travail, de qualité de travail tout court pour tout le monde, Mmh. il est clair et net que l'optimisation et la recherche de la meilleure gestion du temps à l'intérieur de nos quotidiens de travail, c'est quelque chose qui revient quasi systématiquement sous différentes formes et avec différents formats de réponse, mais c'est effectivement mon quotidien. Très bien. Du coup, pour compléter, nous également, sur la présentation d'Intelligia, donc moi personnellement, donc je suis Marianne Martin, directrice produit chez Intelligia. Intelligia, c'est une, qui a vu le jour il y a à peu près 3 ans, lorsqu'une étude, même plusieurs études qu'on a rencontrées, nous ont fait part du besoin, hem, qui existait sur l'analyse des états hypothécaires. Donc les états enfin l'analyse des états hypothécaires, on va le voir, ça fait partie des tâches chronophages présentes dans les études notariales. Je pense dans toutes les études, notariales, il y a le sujet des états, hypothécaires, et donc voilà, il y a quelques années, on s'est penché sur le sujet, et on a développé petit à petit un outil qui, va permettre de vous d'accompagner les études sur l'analyse, des états hypothécaires pour qu'elles soient à la fois plus rapides, mais aussi, plus sécurisées et de manière enfin, que l'analyse soit faite plus sereinement. Voilà, donc c'est un petit peu l'objectif d'Intelligia et c'est pour ça aussi qu'elle s'intègre totalement dans la thématique de, minimisation des tâches chronophages dans le notariat. Pour finir sur les présentations, nous avons également Camille qui est présente aujourd'hui et que je laisse également se présenter. Bonjour à tous. Donc moi de mon côté, je suis responsable commercial et marketing chez Intelligia. Donc j'accompagnerai sur ce webinaire pour l'aspect technique. Donc pour vous présenter deux, trois petites particularités, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci beaucoup. Par défaut, effectivement, les caméras et les micros sont coupés pour éviter des bruits parasites. Néanmoins, vous avez un onglet questions en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez dans cet onglet. Je les lirai et je me permettrai d'interrompre nos présentatrices du jour pour évoquer les questions entre chaque partie. Et on vous déploiera aussi par moment des sondages qui s'afficheront sur votre écran pour lesquels vous pourrez sélectionner les réponses. Donc, je vais couper mon micro et ma caméra pour laisser la place de Marianne, pardon. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Bon webinaire à Merci tous. beaucoup. Merci. Donc voilà, vous l'avez compris, on aura des sondages et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions. On préfère, répondre, tout au long du webinaire, enfin après chaque plutôt qu'à la fin, pour voilà, permettre un petit peu plus, d'interactivité avec vous. Donc surtout n'hésitez pas. Alors, pour commencer sur la thématique, de comment minimiser les tâches chronophages dans le notariat, il y a une question qu'on est obligé de se poser, c'est, qu'est-ce qu'une tâche chronophage? Comment est-ce qu'on définit,
une tâche chronophage aujourd'hui dans les études notariales? Donc, Marianne, j'aimerais te poser la question directement. Comment est-ce que tu définirais, une tâche chronophage, dans le notariat? Alors oui, à mon avis, c'est effectivement fondamental de commencer par la définition des termes que l'on a dans notre sujet. C'est ce que je dirais à mes étudiants quand je suis en phase 2 et que je les prépare à l'examen. On peut pas passer outre cette question de définition des termes. Une tâche chronophage. Alors déjà, on est dans une acception négative, en tout cas, on a tous un a priori négatif sur la question. En réalité, de manière très objective, une tâche chronophage, c'est une tâche qui prend beaucoup de temps. Donc en soi, elle n'est pas négative. Et d'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire qu'elle permet de concevoir que le travail notarial, en l'occurrence, est complexe, que donc potentiellement il peut être rémunérateur, et parce qu'on y passe beaucoup de temps. Et ça permet de justifier aussi que la réponse aux clients ne soit pas du tac au tac et que les études aient besoin de concentrer en leur sein un certain nombre de collaborateurs, du moins au plus expérimenté, du moins au plus diplômé. Il me semble ni ahurissant ni scandaleux, euh, bien au contraire, qu'il y ait beaucoup de tâches chronophages, donc des tâches qui demandent beaucoup de temps dans leur réalisation au sein du travail notarial. Et pour moi, la qualification de tâche chronophage, donc objectivement qui prend beaucoup de temps, n'est pas en soi-même négative. Euh, mais il est vrai que quand on dit que quelque chose est chronophage, c'est un peu teinté de, c'est déjà un peu teinté de regret dans notre bouche. Mais en fait, l'enjeu réel, c'est lorsque ces tâches qui demandent beaucoup de temps deviennent négativement chronophages, parce que effectivement, elles peuvent le devenir. Et ça devient problématique lorsque cette tâche prend tellement de temps que justement on n'a pas le temps de faire autre chose, que cette tâche-là est réalisée par une personne qui coûte trivialement, potentiellement trop cher à la structure pour réaliser cette tâche-là. Et que peut-être qu'il faudrait donc hiérarchiquement repenser l'organisation avec des strates intermédiaires, ou un recrutement, ou qu'une personne a négocié une rémunération qu'elle ne devrait pas s'être vue accorder parce que, qu'elle n'aurait pas dû se voir accorder parce qu'en l'occurrence elle coûte trop cher à la structure au vu de ses compétences. Une tâche peut devenir aussi négativement chronophage lorsqu'elle est réalisée par la mauvaise personne en termes de problématiques de compétences et de connaissances et de formation. Une tâche pourrait être aussi qualifiée de chronophage lorsqu'elle devient tellement chronophage qu'elle en devient inintéressante pour la personne qui la réalise et qu'elle va finir par la démotiver parce que cette personne-là ne pourra justement pas, parce que les journées n'ont que 24 heures, et en l'occurrence, on espère ne pas passer 24 heures à travailler, eh bien, cette personne va finir par se démotiver parce qu'elle ne réalise que ce type de tâche-là, qui ne lui procure pas, à l'inverse des autres tâches qu'elle aimerait bien réaliser, la satisfaction et la stimulation intellectuelle qu'elle espère trouver dans son travail. Donc pour moi, vraiment, il est essentiel que dans la recherche de productivité, de rendement, de performance, nous ne soyons pas à tout craint dans une recherche de disparition et de suppression pure et simple des tâches chronophages, mais peut-être dans une autre organisation, dans un nouveau modèle de pensée, parce que finalement, ces tâches qui demandent beaucoup de temps, elles peuvent totalement nous plaire. On pourrait tout à fait entendre qu'un collaborateur apprécie passer du temps sur une tâche en particulier qui, en l'occurrence, est longue, potentiellement ardue, mais que cela lui permette de se réaliser professionnellement et intellectuellement parlant. Mmh. OK. Donc si je comprends bien, en fait, une tâche objectivement n'est pas nécessairement, chronophage dans le sens où elle est négativement appréciée. Par contre, plusieurs personnes peuvent avoir, justement une sensibilité différente à telle ou telle tâche. L'une d'entre elles peut justement avoir le sentiment que cette tâche est chronophage parce que justement, voilà, elle considère qu'elle a d'autres tâches plus intéressantes à faire et inversement, une autre personne peut apprécier, travailler sur telle tâche pour, X raisons. Complètement.
En tout cas, OK. c'est ma façon de voir, à travers aussi ma propre réalisation de mon travail. Ce n'est pas parce qu'une tâche prend peu de temps que je vais peut-être plus l'apprécier qu'une autre qui en prendra davantage. Peut-être que c'est Mmh. aussi notre côté un peu zapper, et c'est de plus en plus une société dans laquelle on est qui nous apprend à être multitâche, à vouloir tout faire en même temps alors qu'on en est incapable, à vouloir en tout cas à s'ennuyer très vite. Et c'est aussi peut-être pour ça que les tâches chronophages sont vues négativement et que vite, 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 on veut s'en séparer. Eh Mmh. bien, peut-être pas. Voilà. Il y a en tout cas une réflexion à D'accord. mener dans chaque étude sur ce que l'étude comporte comme tâches chronophages, si celles-ci sont appréciées négativement ou pas. Et donc, si tel est le cas, et c'est notre sujet aujourd'hui, comment on les combat et comment potentiellement on les minimise. Et là, pour le coup, tu vas Mmh. peut-être pouvoir nous en dire quelque Et chose. oui, juste, avant du coup, est-ce que tu as des conseils pour justement identifier, personne qui considère que telle tâche est chronophage? Comment est-ce qu'on Oui, quels sont les c'est une indices, bonne question. qui nous C'est une permettent bonne justement question. Alors, d'identifier? le travail de manager consiste notamment, pas que, mais notamment à toujours renouveler la motivation au travail de ses collaborateurs, puisque la motivation est un processus comportemental qui disparaît, qui s'éteint une fois qu'un objectif est atteint. Dans l'appréciation, dans l'observation de ses collaborateurs au quotidien, on peut remarquer qu'il y a certains de ses collaborateurs, toujours à géométrie variable et toujours à des timings différents, sinon ce serait trop simple, qui commencent à perdre un peu de vitesse dans leur motivation au quotidien et donc potentiellement qui sont moins rentables, moins productifs. Ça peut provenir justement d'une accumulation de tâches chronophages qu'ils n'arrivent pas à gérer ou alors justement qu'ils ont en permanence l'impression d'être en mouvement, de courir partout, et pourtant il n'y a rien qui sort. Là, Mmh. peut-être justement qu'il y a une problématique en termes de tâches trop chronophages pour eux, en tout cas qui leur prennent trop de temps pour la qualité de rendement que l'on attend d'eux. Dans tous les cas, il s'agira d'un autodiagnostic de sa structure. Dans tous les cas, l'observation ne peut pas, comment dire, la définition et la qualification de tâche chronophage ne peut pas venir de quelqu'un qui vous dirait que telle tâche va systématiquement être problématique et devoir gérer Mmh. de manière identique d'ailleurs dans chaque structure. C'est chaque manager et des potentiellement d'un consultant évidemment qui peut Mmh. se rendre compte de l'état de santé de son office managérial et organisationnel. Et c'est dans cette observation du quotidien, il faut vraiment considérer que son travail, malgré le fait d'avoir une petite équipe, hein, on peut être 2, 3, 4, mais pour autant, l'organisation du travail du manager ne doit plus être à 100% un travail de, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, notaire, et que 30, 50, 70, 80% du temps doivent être maintenant consacrés à l'observation de son équipe, Mmh. surtout qu'en plus, désormais, elle n'est pas forcément à nos côtés, puisqu'on parle beaucoup de télétravail, mais il n'y a pas besoin de télétravail pour être à distance les uns des autres, hein. On peut avoir un couloir, un étage de différence, un bâtiment, une commune, puisque maintenant, il y a de plus en plus de Mmh. multi-offices. Donc vraiment, ce temps passé à l'observation des troupes est primordial, est fondamental. Et puis même regarder l'organisation des bureaux, ce n'est pas anecdotique, hein. Regardez comment les gens bossent, regardez à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils partent le soir, et ce qu'ils font à l'intérieur de leur journée pour vérifier que justement, le fait qu'ils se perdent un peu dans des détails, ce ne soit pas dû à une surcharge de travail, mais peut-être à une organisation de travail aussi, en lien peut-être éventuellement avec une perte de jus parce que trop encombré par des tâches qu'on pourrait qualifier de chronophages. OK. Alors justement, je voulais vous poser la question, selon vous, alors hop, selon vous, quelle activité dans votre étude, donc là, vous l'avez bien compris, c'est très subjectif à votre étude, même à vos équipes. Selon vous, quelle activité présente le plus de tâches chronophages dans votre étude? Ou plutôt, hem, quelle enfin, quelle est la quelle est, voilà, la tâche qui, pour lesquelles vous avez conscience que certains de vos collaborateurs, ressentent, l'aspect négatif de la tâche, demandée? Donc est-ce que ça va plutôt être sur la récupération des pièces? Est-ce que c'est sur l'analyse des documents, sur l'organisation des rendez-vous avec les clients ou sur la rédaction, la relecture des actes? Donc on vous invite, à répondre à ce sondage, qui apparaît directement sur votre écran.
Je ne sais pas si vous voyez les résultats en direct. Dans l'onglet sondage, normalement, vous les voyez, je pense. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a une petite compétition entre l'analyse des documents, la récupération des pièces et l'organisation des rendez-vous. Voilà, bon, vous êtes, c'est difficile d'en distinguer une en particulier. Et c'est intéressant justement de voir à quel point c'est très subjectif. Ça confirme ce qu'on vient de dire, donc c'est, très intéressant. Alors deuxième thématique sur laquelle du coup il faut, essayer de préciser un petit peu, les choses, hem, j'aimerais revenir sur l'aspect de minimiser. Qu'est-ce qu'on veut dire derrière minimiser? Bien sûr, quand on parle de tâches chronophages, la première chose qu'on va rechercher à réduire, c'est forcément le temps passé sur une tâche. Hem, c'est d'ailleurs, nous, le premier besoin qui nous est exprimé lorsqu'on a rencontré les études, par rapport à l'analyse des états hypothécaires, c'est: «Au secours, j'ai passé, plus de 3 heures à analyser un état hypothécaire, c'est pas normal». Donc le premier objectif qu'on va rechercher, c'est justement de minimiser ce temps, de réduire, d'accélérer la tâche, pour faire en sorte, eh bien, tout simplement qu'elle prenne moins de temps. Hem, mais on peut se poser la question de pourquoi une tâche est-elle plus longue? Enfin, qu'est-ce qui prend le temps? Qu'est-ce qui fait que cette tâche soit longue à réaliser? Hem, est-ce que c'est pas parce que justement, il y a une vraie complexité derrière cette tâche, qui fait qu'on est obligé, eh bien, de prendre le temps, de démêler un petit peu, tous les sujets, nécessaires, heu, encore une fois par rapport aux états hypothécaires, ce qu'on a compris, c'est que, pourquoi est-ce que ça prenait du temps? Parce qu'il y avait eu une complexité qui avait été amenée avec Fidji. Qui est, le fichier informatisé des données juridiques immobilières, qui est venu complexifier grandement, la structure de l'état hypothécaire et donc l'analyse en elle-même. Donc, est-ce que, pour minimiser justement les tâches chronophages, il ne faut pas chercher à minimiser la complexité liée, à ces tâches? Et puis le 2e point aussi sur lequel on peut s'interroger, c'est est-ce que, minimiser une tâche chronophage, c'est pas également rechercher à minimiser, les risques, les enjeux qui lui sont liés? Hem si effectivement on sait qu'une tâche sur laquelle, voilà, on doit travailler, comporte des risques, des enjeux importants, eh bien, on va être plus, attentif, on va prendre plus le temps pour être sûr de ne pas passer à côté d'une information précieuse. Donc justement, est-ce qu'on peut pas jouer sur la complexité, d'une tâche chronophage pour faire en sorte de minimiser, son temps de traitement? Voilà, c'était une réflexion que j'avais. Je ne sais pas si tu veux apporter quelque chose là-dessus, mais voilà, c'est la définition que j'aimerais apporter à, l'objectif de minimiser une tâche chronophage. Essayer de réduire à la fois le temps, la complexité et les risques qui sont liés à cette tâche. Moi, je trouve ça très complet. Rien à Parfait, ajouter. parfait. Du coup, on va pouvoir passer, concrètement, aux outils aujourd'hui qui existent, qui vous aident justement à diminuer, ces tâches chronophages. Donc Marianne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, les outils avec Notarian que tu connais, que tu partages pour justement, cet objectif? Oui, alors moi, je vais peut-être, décevoir, mais je ne suis pas du tout partisane de, l'ouverture de la boîte à outils du parfait manager qui n'existe absolument pas. S'il suffisait d'ouvrir un bouquin tous le même et d'appliquer tous la même recette, magique, et bien, définitivement, les, professeurs des universités, les chercheurs en management, les consultants dont je fais partie n'existeraient pas et n'auraient pas de raison d'être. Force est de constater qu'il y a quand même de nombreux sujets sur lesquels on cherche une personnalisation dans la résolution de nos problématiques. Donc il n'y aura pas un outil qui répondra à l'ensemble des personnes qui peuvent nous écouter aujourd'hui. Mais il y a différentes pistes à explorer et différents traitements qui peuvent être apportés à la problématique d'une tâche que l'on qualifierait négativement de chronophage, en tout cas qui nous ennuie. On peut d'abord
Après donc l'avoir identifié cette tâche-là, la conserver, mais avec un nouvel ordonnancement de nos activités, parce qu'on peut très bien, encore une fois, apprécier réaliser cette tâche-là, même si elle prend beaucoup de temps, mais donc ça nécessitera peut-être un nouvel ordonnancement de nos activités, ce qui nous oblige à regarder d'une nouvelle manière la coordination du travail en interne, la structuration de nos offices, le modèle traditionnel du notariat, donc avec des fiches de poste qui étaient celles du rédacteur, celles du assistant, celles du notaire salarié, celles de l'associé, celles de la standardiste, etc., peuvent peut-être, et je vous invite vraiment à le faire, être de nouveau, de nouveau rédigées, de nouveau ordonnancées, en fonction des aspirations, des attentes et des espoirs qui sont ceux de vos collaborateurs en interne, et ne pas se cantonner à ce que la tradition nous propose, mais bien à ce que nous avons envie de donner comme coloration à notre collaboration. On peut aussi ces tâches-là, quand on ne veut plus les réaliser, eh bien tout simplement les déléguer, ou alors tout bonnement les supprimer quand en fait on est devenu sûr et qu'on s'est bien assuré que ces tâches en fait procédaient d'une défaillance en termes de collaboration, en termes intellectuels, en termes professionnels, ou d'une défaillance tout bonnement managériale. En fait, on est ici dans ce que moi j'appelle la différence entre efficacité et efficience, et une recherche d'optimisation. Il faut être très vigilant. On ne peut pas vouloir tout supprimer, pas en tout cas tout ce qui prend du temps, au motif unique que justement ça nous prend du temps, parce qu'encore une fois, il y a des choses qui nous prennent du temps et que l'on peut apprécier, ou qui sont nécessaires à la réalisation de notre métier, qui sont en fait notre raison d'être, qui justifient que l'étude existe, que l'entreprise existe, que le collaborateur soit présent, que le client vienne nous voir. Donc minimiser, oui, supprimer à outrance, peut-être pas. On peut très bien apprécier se former, prendre du temps pour poser une question au cridon, planifier les réunions qui s'imposent derrière sur un dossier compliqué, ou réunions qui permettront de définir une nouvelle stratégie managériale. On peut apprécier, prendre le temps de tirer, imprimer des plans et de les analyser, de fixer des rendez-vous supplémentaires avec les clients. Vous voyez, moi, dans le cadre de mon travail, il y a quelque chose que l'on qualifie quasi systématiquement de chronophage. Ce sont par exemple la tenue des entretiens individuels annuels, les entretiens professionnels, les entretiens des télétravailleurs. Oui, la gestion des ressources humaines, la gestion du personnel, comme certains l'appellent encore, est chronophage. Elle prend énormément de temps. Alors ça, je ne vais évidemment pas revenir dessus. En revanche, elle est non seulement pour moi passionnante, et Dieu merci que ça m'intéresse, mais surtout, elle est absolument primordiale, parce que si on ne veut pas faire de gestion des effectifs, ben, on n'est pas manager à ce moment-là. Ou alors, on met en place du management intermédiaire à l'intérieur de sa structure. Donc voilà, bref, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que ça prend du temps, c'est pas parce que le dossier est moins rentable sur le papier qu'il faut tout de suite supprimer ces tâches dites chronophages. Donc rationaliser, oui, mais avec prudence. Pas à outrance, parce que c'est dangereux pour la motivation des collaborateurs, ou alors à ce moment-là, il faudra prendre le sujet à l'envers, et donc, pour traiter ce type de problématique, recruter que des profils qui abordent ces tâches, en l'occurrence là, que l'on aura préalablement identifiées, que l'on qualifiera de négativement chronophages. Donc c'est-à-dire qu'eux-mêmes les auraient en horreur et qu'ils voudraient trouver s'en débarrasser, et auquel cas on aura donc une équipe qui fonctionne, entre guillemets, comme un seul homme. L'outil phare de cette gestion et de cette gymnastique, c'est la fameuse matrice d'Eisenhower, en formation on étudie en profondeur, et qui n'a absolument pas pris une ride, qui permet vraiment de savoir ce que l'on va faire de ces tâches-là, les conserver, oui, mais comment, en fonction de l'urgence et de l'importance, de la priorité, et donc qui permet aussi, cette matrice, d'accéder à des compétences en termes de priorisation des missions.
Il y en a d'autres, hein, des outils qui sont très pertinents, comme la grille d'auto-évaluation du temps, qui a notamment été mise en place par le laboratoire de recherche en sciences de gestion ISEOR, à réaliser seul, mais aussi et surtout en équipe. C'est très fédérateur comme travail. Et puis retravailler ses recrutements, retravailler ses fiches de poste, retravailler l'ordonnancement et la coordination du travail en interne. Les outils parfaits en management et en organisation qui pourraient convenir à l'intégralité des structures n'existent pas. Donc il va falloir tester, peut-être se retrouver devant quelque chose qui n'a pas fonctionné, retester, approuver, etc. etc. C'est ça qui rend d'ailleurs le travail vraiment intellectuellement stimulant. Après, il existe d'autres outils, naturellement, et ce qui font cette fois-ci appel à l'intelligence artificielle. Intelligia, évidemment, en fait partie. Donc, Marianne, si tu veux bien nous en parler, je serais bien en peine Bah oui, de le définir mieux que toi. Je te laisse le faire. bah avec plaisir. Effectivement, comme je vous le disais, on s'est concentré sur l'analyse des états hypothécaires qui nous a paru comme étant l'une des tâches, chronophages, enfin régulièrement mentionnées comme chronophages, auprès des collaborateurs et des notaires qu'on a pu rencontrer. Et effectivement, malheureusement, c'est une tâche qu'on ne peut pas supprimer puisqu'elle est, véritablement nécessaire au métier, même, du notaire. Donc là, l'idée, d'abord, ça va être justement de, bah, faire en sorte que cette tâche soit plus courte en temps passé sur cette tâche. Et donc pour ça, nous, effectivement, l'un des premiers objectifs, d'Intelligence, ça a été d'accélérer, la lecture des états hypothécaires. Donc déjà, on a fait en sorte, par exemple, d'accélérer le processus en lui-même. Là où le collaborateur souvent imprime le document, là, il va en quelques clics sélectionner, le document sur, son logiciel de rédaction d'actes, le glisser-déposer dans l'IA et 30 secondes après, il a un résultat d'analyse sur son document. Donc déjà, on a fait en sorte que le processus en lui-même d'analyse, soit, vraiment accéléré. Et puis ensuite, dans l'analyse en elle-même, de l'état hypothécaire, on a fait en sorte de mettre en lumière très rapidement les éléments clés, contenus dans l'état hypothécaire. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose un résumé très concret dans lequel on va mettre en lumière, par exemple, les inscriptions qui sont toujours en cours, les servitudes qu'on aurait détectées ou alors toutes les dispositions particulières, donc par exemple des clauses, des réserves du droit de retour, des exclusions de communauté et cetera. Donc ces éléments-là, on les met en lumière très rapidement, juste après en fait les 30 secondes d'analyse. On identifie tout de suite les inscriptions en cours, les servitudes, les dispositions particulières et même les faits relatifs. Voilà, donc ce sont vraiment les éléments, en fait, quasiment les plus importants de l'état hypothécaire qu'on met très rapidement en lumière, grâce à ce résumé. Et puis ensuite, pour revenir aussi sur l'introduction, sur, qu'est-ce qu'on cherche quand on minimisait une tâche chronophage et qu'on expliquait qu'on essayait, notamment de réduire la complexité de cette tâche, et bien avec Intelligia, en fait, on a fait en sorte qu'effectivement l'analyse soit beaucoup plus simple. Pour ça, par exemple, déjà, on apporte une classification des formalités, Fidji dans un état hypothécaire. On a la partie Fidji qui correspond à la partie numérique et la partie stock qui correspond, aux fiches, manuscrites. Donc sur la partie Fidji, l'une des plus grandes problématiques est que les formalités apparaissent les unes à la suite des autres, sans logique aucune. Donc justement, Intelligia vient classer à nouveau les formalités par nature de formalité, c'est-à-dire qu'on va regrouper tout ce qui est PV de cadastre ensemble, donc tout ce qui est division, elles se retrouvant dans une même catégorie. Ensuite, tout ce qui est, EDD, RCP, donc état descriptif de division et règlement de copropriété, pareil, se retrouve dans une même catégorie, ce qui fait qu'en un coup d'œil, on visualise direct EDD et leurs modificatifs. Et puis ensuite, on reprend également les 2 colonnes, qui étaient très appréciées dans les fiches stock, à savoir les mutations à gauche et les charges, privilèges, hypothèques à droite. Ce format, on l'a perdu avec le flux Fidji, alors qu'il était vraiment apprécié et surtout, les collaborateurs, les notaires avaient l'habitude d'analyser les états hypothécaires avec ces 2 colonnes. Donc nous, justement, on vient recréer ce format pour, et bien, revenir aux habitudes d'avant, en créant les 2 colonnes, une à gauche et une à droite, les inscriptions.
Et puis ensuite, on facilite également, par exemple, la liaison entre une formalité initiale et sa radiation. Là encore, dans les fiches stock, avant, on avait une visibilité directe. Lorsqu'une formalité était radiée, elle était, soulignée. Avec Fidji, on a perdu cet aspect visuel, donc nous, on a voulu le recréer en faisant du coup la liaison entre une formalité initiale et juste en dessous, vous avez par exemple la radiation qui concerne cette formalité et en plus de ça, on vient barrer la formalité pour vous indiquer qu'elle est radiée. Et puis ensuite, on apporte des visualisations également, assez, simples, notamment de l'origine de propriété, puisqu'on a une frise temporelle dynamique sur laquelle on vient placer toutes les mutations détectées. Et en fait, on va pouvoir remonter de mutation en mutation, jusqu'à l'origine trentenaire et remonter vraiment, mutation, pouvoir en un clic visualiser la formalité de cette mutation et identifier par exemple la lignée des propriétaires très facilement. Et la même chose pour, l'arborescence cadastrale où là, on schématise toutes les divisions des parcelles qui sont identifiées, dans le flux Fidji. Donc là, en un coup d'œil, pareil, on facilite grandement, la lecture et la compréhension de l'état hypothécaire puisqu'on schématise directement l'arborescence cadastrale. Voilà et sur la partie fiche stock, là aussi, on essaye de simplifier l'analyse puisqu'on va mettre en lumière, avec des codes couleurs qui nous ont été, comment dire? Partagés par un grand nombre de collaborateurs. Voilà, ils nous ont par exemple expliqué que, c'était le vert qui était, associé aux servitudes. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, justement, mis en lumière en vert sur les fiches stock, les éléments qu'on identifiait comme étant des servitudes. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de simplifier et d'accélérer l'analyse des états hypothécaires avec Intelligia. Pour continuer du coup sur ces outils, ce qui est nécessaire d'avoir toujours en tête, par rapport à ces outils, c'est, qu'ils doivent absolument optimiser, voire renforcer la sécurité des processus. Heu, voilà, c'est pour prendre en compte ces outils, et envisager de les intégrer dans une étude, il faut à tout prix être conscient, de la sécurisation aussi que ça peut apporter, au niveau de ces processus. Sur Intelligia, on a vraiment, l'idée que Intelligia comment dire? Vient en en filet de sécurité, en renfort sur, les aspects, d'analyse, pour qu'elle soit encore plus, sécurisée qu'auparavant. Pour ça, par exemple, là encore, on va proposer des fonctionnalités, qui viennent, renforcer cette sécurité. On a mis en place, par exemple, différentes alertes, notamment une sur la validité du document. Si le document a plus de 2 mois, et bien, tout de suite, vous avez une alerte au niveau du résumé de l'analyse qui vous indique que le document n'est plus valide. De la même manière, on propose également, une alerte lorsqu'on détecte plus de 2 jours ouvrés entre la date de réception de l'état hypothécaire et la date de le certificat de dépôt. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il peut y avoir une formalité qui vient se placer entre ces 2 dates et ça peut vraiment, et bien, être problématique pour vous pour la suite. Donc on vous met en place également cette alerte. Et puis voilà, on a également toutes les alertes, comme je disais auparavant, des inscriptions en cours, des servitudes. Vous avez la possibilité de sécuriser le propriétaire avec une frise temporelle. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter une sécurisation de l'analyse, avec Intelligia. Et puis dans la structure aussi, en elle-même, on a fait en sorte que tous les documents, qui sont téléchargés dans Intelligia soient chiffrés de bout en bout. Voilà, on a vraiment, conscience de l'importance de cet aspect-là, donc on a intégré, ce cryptage, enfin ce chiffrage des documents, dans Intelligia. On a également une veille technologique qui nous permet, d'être, sécurisés par rapport à diverses attaques qui pourraient arriver. On a eu l'expérience, enfin, dans le milieu du notariat, il me semble que Genapi, a rencontré cette problématique récemment, donc c'est pour ça que nous, on a, voilà, essayé de renforcer cet aspect-là au maximum et puis on a également été audité par l'ADSN, justement sur tous ces aspects de sécurité à la fois fonctionnels, donc toutes les alertes et également sur la structure en elle-même d'Intelligia.
Donc maintenant, on va vous proposer un deuxième sondage, justement, suite à la présentation de ces outils. On souhaite vous poser la question: quel type d'outils seriez-vous prêt à installer dans votre étude pour minimiser les tâches chronophages? Est-ce que vous avez le sentiment que, les outils organisationnels et managériaux que Marianne a présentés, correspondent plus à votre étude? Ou alors est-ce que vous avez l'impression que les outils technologiques, peuvent vous aider également dans votre travail et pour tous vos collaborateurs, sur leur poste de travail? Ou est-ce que les 2 vous semblent pertinents pour votre étude? Eh bien, on vous invite à répondre directement sur l'écran. Bon, on a une grande majorité, qui nous disent, les 2. Donc c'est plutôt positif, Effectivement, je pense que ce sont des outils qui sont, et on va le voir par la suite, complètement complémentaires. L'un ne peut aller sans l'autre. Hem et hem et c'est ce qu'on va, je pense, voir, très rapidement par la suite, puisque, on va parler d'accompagnement au changement. Est-ce que du coup, Marianne, tu peux nous parler un petit peu justement, je pense qu'on peut effectivement, dire de manière, très, subjective que tout outil, a besoin, d'un effort managérial, et qu'on ne peut pas, mettre en place un nouvel outil dans une étude sans que celui-ci soit accompagné, managérialement parlant. Le sondage que vous venez de diffuser, à mon sens, est extrêmement parlant et introduit de manière idéale la suite parce que sans, sans démarche managériale et stratégique, on peut bien aller vers n'importe quel outil, le meilleur soit-il, qui fasse appel à de la technologie et voire l'intelligence artificielle. On a un risque à 99,99% parce que je laisse pas non plus la porte totalement fermée, mais on a un énorme risque d'aller droit dans le mur parce que sans conduite de changement, pas de changement. Donc d'abord, les outils managériaux ne sont pas à prendre en considération comme un ajout ou comme un plus ou comme facultatif en fait, hein. D'abord, on manage, on conduit le changement vis-à-vis d'outils qu'on aura sélectionnés. On ne peut pas se faire l'économie d'une conduite de changement et la question est posée quasi systématiquement par mes clients quand ils ont face à eux un outil qui se veut, qui se dit et qui l'est peut-être simple d'utilisation et peut-être hyper bien construit. Peu importe en fait la simplicité de l'outil, il faut s'en convaincre. On ne décrète pas le changement ne se décrète pas. Vous avez très certainement tous fait l'expérience dans l'étude. Parfois, il suffit de changer un bureau de place, une chaise de place pour que on ait une petite révolution. Alors là, je ne parle même pas du coup de l'intégration dans les habitudes de travail d'un nouvel outil qui nécessite une nouvelle organisation, un nouvel ordonnancement, même si, encore une fois, l'outil peut être extrêmement bien conçu et on espère que vous vous tournez vers des systèmes intelligents comme Intelligia, mais en l'occurrence, bon, aujourd'hui, ils existent, donc vous en avez l'occasion. Il y aura toujours, quel que soit le changement en question, quel que soit l'outil vers lequel on se tourne, toujours potentiellement des résistances et des blocages qui seront à identifier et à combattre, pas par le temps, pas par le laisser pourrir les choses, mais par le management, par l'organisation, par l'observation, par le travail des personnes qui sont supérieures hiérarchiques. La conduite du changement, alors qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde en parle et relativement à tort et à travers. Ça n'est pas que la prise en main de l'outil avec la formation par les équipes techniques. C'est un projet managérial à part entière qui va démarrer par le fait de vouloir aller vers un outil pour nous aider
à minimiser telle ou telle perte de temps dans telle ou telle mission. C'est un projet managérial à part entière qui est initié par la hiérarchie, qui nécessite une communication extrêmement précise. Il ne s'agira pas seulement de faire une réunion pendant laquelle on va dire on va avoir cet outil, donc bah voilà, hein, vous l'aurez sur votre poste de travail. Ça ne suffit pas, d'ailleurs c'est assez mal amené si c'est amené comme ça. Il faudra savoir s'appuyer sur les bonnes personnes, qui seront donc qualifiés à l'intérieur d'ambassadeurs, d'ambassadrices, de manière totalement informelle, mais aussi il faudra systématiser la création de responsables de projet, il faudra créer des échéances, il faudra créer des reportings, il faudra créer des indicateurs de mesure, il faudra se tenir à toute cette organisation. En fait, il faut tout faire pour permettre à l'utilisateur final de changer ses habitudes progressivement avec une vraie gestion des résistances et des blocages. Si on ne conduit pas le changement, et ça c'est systématique, on a un utilisateur final qui va peut-être au début utiliser l'outil, mais qui finalement, au bout d'un moment, ne l'utilisera pas, ou peut-être pas entièrement, et peut-être pas toutes les fonctionnalités que l'outil nous propose. Et c'est bien dommage parce que cet outil-là, en l'occurrence, on le paye, on a mis du temps pour l'introduire. C'est une perte de temps donc, potentiellement une perte d'argent, mais ce n'est pas que ça qui me préoccupe. Moi, c'est aussi la perte de crédit du manager qui aura initié un changement qui en fait se révélera être un échec ou une réussite partielle parce que non conduit. On va pouvoir se relever toujours d'une perte de temps, d'une perte d'argent. En revanche, beaucoup plus délicat sera de se relever d'une perte de crédit et de confiance managériale. La conduite de changement fait appel à de véritables compétences, connaissances managériales. Il y a des étapes clés à ne pas manquer. Il y a un vrai ordonnancement, une vraie hiérarchie de la conduite. Et donc moi, je ne peux que conseiller de se faire aider sur le début, sur le milieu, sur la fin, mais au moins de se faire conseiller sur ce projet fondamental-là, avec un véritable accompagnement. C'est comme ça que je le vois, que je le conçois, quel que soit l'outil, quelle que soit sa simplicité d'utilisation, pour l'intégrer dans les habitudes de travail, ça nécessite une démarche à part entière. Et c'est ce qu'on appelle la conduite de changement. Effectivement, c'est un petit peu également ce qu'on constate. Moi, je voulais juste ajouter que, en fait, pourquoi est-ce qu'on a développé Intelligia également? C'est justement pour répondre à un premier changement qui avait été, imposé, en fait, par les instances, puisque c'est l'apparition de Fidji, ce premier changement qui a fait qu'on a eu besoin de développer un outil capable justement de proposer, une structure qui correspondait à celle d'avant. Donc nous, c'est un petit peu voilà la réponse également d'Intelligia, c'est vous accompagner sur le changement qui a été imposé, avec la mise en place de Fidji et on le constate aussi aujourd'hui avec l'ANF. ANF qui est donc l'accès des notaires au immobilier, qui est un deuxième vrai bouleversement, au sein des études notariales pour la demande des états hypothécaires. Et là-dessus, encore une fois, Intelligia accompagner, toutes les études, clientes à ce changement qui est l'ANF. Voilà, on a fait en sorte, par exemple, de faciliter, l'identification des parcelles mères, pour être capable de, en un coup d'œil, visualiser les parcelles sur lesquelles on allait compléter notre demande. Voilà, donc l'idée, c'est que Intelligia soit déjà une première réponse aux changements qui ont été faits, et provoqués par les instances en elles-mêmes. Et puis ensuite, effectivement, concernant la prise en main de l'outil, heu, on l'a vite constaté qu'on avait besoin d'intégrer tout un, justement un aspect un peu plus managérial à cette prise en main. On a évidemment donc des formations organisées, on privilégie bien sûr les formations en présentiel, avec des de 5 personnes maximum. Lors de ces sessions, on présente Intelligia et surtout, on donne la main à un ou plusieurs acteurs
Donc ils prennent très concrètement la souris et ils lancent eux-mêmes, une analyse. Parce qu'en fait, c'est donc une démonstration d'intelligence, seule, c'est bien, mais si on prend en compte tout l'environnement de travail, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire avant de pouvoir lancer une analyse Intelligia, il faut déjà récupérer l'état hypothécaire dans le logiciel de rédaction d'actes, le télécharger, le lancer, ouvrir Intelligia et le lancer dans Intelligia. Donc c'est même ce processus en amont qui peut paraître anodin, qui est très important, de dérouler avec les collaborateurs pour bien, s'intégrer sur leur poste de travail et montrer la démarche à suivre pour bien utiliser, l'outil. Et puis ce qui est bien également, c'est de faire des analyses sur des documents qu'il connaît, en tout cas de faire en sorte que, on fasse plusieurs, tests en fait d'analyse sur des dossiers que les collaborateurs et les notaires connaissent. Comme ça leur permet de tout de suite comprendre le mécanisme de l'outil et qu'est-ce que ça peut lui apporter. Donc directement pour qu'ils voient en fait la plus-value de l'outil, très rapidement. Et puis ensuite, effectivement, ce qui est nécessaire également, c'est de faciliter l'accès à l'outil au maximum. On a d'être, partenaire, fiducial. Donc, Signature dispose d'un lien vers un qui est direct. Donc tous les utilisateurs, de Signature disposent directement d'Intelligia. Donc ça facilite grandement l'accès à l'outil et donc l'utilisation derrière. Pour toutes les autres études, on les invite, fortement à intégrer Intelligia soit en favori sur, Google Chrome, soit, en raccourci. Mais pareil, c'est une étape qui paraît anodine, mais qui est vraiment nécessaire pour la bonne prise en main et pour faire en sorte que ce soit une vraie habitude d'utiliser, l'outil. Et puis effectivement, on pense également qu'il faut une motivation, dans les premiers mois qui soit, apportée par le ou les notaires associés, ou par responsable, comme tu disais Marianne, identifier un petit peu un référent, un ambassadeur de l'outil au sein de l'étude pour faire en sorte de porter le projet et de lancer le dynamisme sur l'utilisation de l'outil. On a également mis en place un tableau de bord justement pour les responsables, pour, essayer d'identifier, quels collaborateurs il faudrait peut-être un peu plus motiver, par rapport à d'autres. Donc sur cette conduite du changement, on souhaitait également vous soumettre une question. Cette fois-ci, c'est pas forcément un sondage, c'est plus, une question pour avoir, votre sentiment, votre avis sur, le délai nécessaire pour faire en sorte qu'une pratique, heu, devienne une habitude. Quel est le temps nécessaire, pour lequel si par exemple je fais le choix, d'aller courir, tous les soirs heu, à 19:00, au bout de combien de temps, plus forcément un effort pour moi, mais donc là, c'est une question qu'on vous pose pour avoir un petit peu votre, idée des choses. Pas mal de réponses se portent sur 66 jours. Un petit peu également sur 142, donc plutôt, long délai plutôt que en tout cas, il y a personne qui a répondu 21 jours. Et Donc pourtant, effectivement sur internet, le nombre de fois que l'on lit, que oui, justement un changement, devient une habitude, au bout de 21 jours, c'était une étude ouais, qui a été mal comprise et en c'est fait ça, mal comprise et mal retranscrite. Donc c'est cool, effectivement. personne ne tombe dans le panneau. C'est une théorie effectivement qui a été, dévalidée par, des chercheurs, anglais qui, indiquent effectivement en moyenne 66 jours. Donc, vous êtes plutôt, heu, vous avez vu juste. Il faut effectivement 66 jours pour qu'une pratique devienne une habitude. Donc est-ce que ça veut dire, concentrer les efforts au début justement sur ces 2 premiers, qui peuvent être, primordiaux en fait, bonne prise en main de l'outil? Ça va dépendre également, je pense, Marianne, tu confirmeras peut-être justement de la suite, de la prise en main d'un outil. Est-ce qu'il faut En concentrer fait, la au la début ou question, heu, la question est intéressante parce qu'elle est contingente. Ça dépend évidemment de ce qu'on est en train d'essayer. Soit on a créé des
un projet pilote avec des équipes qui sont en session de pilotage et de test. Et donc, en fait, là, on ne sera pas du tout dans la volonté de savoir si le changement devient une habitude, parce que ce n'est pas notre première phase. Ce n'est pas notre première question. On veut d'abord savoir à qui ça peut correspondre le mieux, comment l'intégrer au mieux dans notre structure. Est-ce que vraiment ça remplit son office ? Sans les jeux de mots. La conduite de changement, elle est intéressante en ce qu'elle motive en elle-même. C'est-à-dire que l'outil, et prenons l'exemple d'Intelligia, peut remotiver un collaborateur qui ne se retrouverait peut-être plus dans son quotidien de travail et grâce à l'outil retrouverait un confort. Mais surtout, tout ça est un tout. C'est pour ça qu'en fait, d'ailleurs, les outils managériaux, le traitement de la question managériale organisationnelle associé à l'intégration d'un outil intelligent peut être effectivement très, très pertinent, mais pas que un seul comme ça laissé en entreprise solo, parce que c'est la conduite du changement qui va motiver. Et d'ailleurs, derrière, lorsqu'elle sera réussie, elle va motiver aussi parce qu'on va pouvoir se féliciter de la réussite de notre structure, d'avoir intégré un nouvel outil, d'être meilleur, d'avoir peut-être du coup gagné du temps et investi ce temps-là sur d'autres tâches à valeur ajoutée plus importante. Très souvent, quand on ne conduit pas le changement, on le décrète, l'outil arrive, on demande aux collaborateurs, aux équipes de se réorganiser en fait, de manière à intégrer l'outil. Peut-être qu'ils y arrivent, mais on ne s'en félicite pas, ça n'est pas une réussite collective et ça n'a pas constitué de projet d'entreprise. Aujourd'hui, moi, mes clients me disent, voilà, on est devant des générations que l'on standardise beaucoup, comme les générations de la grande démission, de la grande flemme, le quiet quitting, le j'ai pas envie de travailler. En fait, j'espère qu'on en revient hein, sur ça. Les nouvelles générations ont bien envie de travailler, mais ont envie d'être motivées par des structures dont elles partagent les valeurs. Et c'est évidemment grâce au projet au pluriel d'entreprise que l'on peut transmettre une motivation à ses collaborateurs et en plus une motivation qui se renouvelle en permanence, que l'on se félicite, que l'on se motive même soi-même en tant que manager, qu'on a une reconnaissance de ses collaborateurs. Comment on peut voir finalement qu'une entreprise végète malgré le fait qu'elle puisse avoir une productivité, une rentabilité plutôt satisfaisante, mais vous posez la question à un collaborateur, entre amis, à un repas. Ça se passe bien ton boulot? Ouais, ça va. Bon, RAS, hein, ça suit son cours. Ok. Bon. Ça se passe bien ton boulot? Bah oui, écoute, en ce moment, on est en train d'essayer d'introduire un nouvel outil. Bah, je ne sais pas si tout le monde va jouer le jeu, mais en tout cas, on s'y met tous. Et puis en plus, moi, j'ai été responsable de tel et tel partie dans le projet. Ah bon, du coup, tu seras récompensé comment? Bah écoute, c'est un moyen pour moi de montrer que je m'investis et que donc je pourrais passer peut-être à l'échelon supplémentaire. Est-ce que j'ai parlé une seule fois ici de rémunération? Non. Est-ce que j'ai parlé une seule fois ici de primes, de d'augmentation financière? Peut-être qu'elles auront leur place, bien entendu, dans le projet, et peut-être pas. Et donc, ça nous prouve que la motivation des équipes n'est pas seulement mue par le biais financier, mais aussi par le partage de valeurs, par le fait d'être boosté, d'être engagé, d'être embarqué dans la vie de sa structure et de faire partie de l'amélioration des conditions de travail, de participer à toutes ces questions-là, de faire en sorte, chacun à notre petit niveau, tout petit niveau parfois, mais petit niveau quand même, de faire en sorte que l'entreprise s'intègre de mieux en mieux dans sa société, que les clients trouvent satisfaction dans notre travail et que nous-mêmes trouvions épanouissement dans le nôtre. Je trouve ça extrêmement vertueux en fait comme projet, alors même que certains auraient pu penser initialement qu'il s'agissait de supprimer les postes, de remplacer des compétences par un outil. Pas du tout, au contraire, on acquiert des Au compétences contraire. dans la conduite de Et changement. ça fait
parfaitement la liaison vers notre dernière partie, qui est effectivement, vers la valorisation des compétences professionnelles. C'est effectivement un sujet, nous, qui nous tient, à cœur. L'idée, c'est effectivement, avec Intelligia, c'est surtout pas de remplacer, un collaborateur, surtout pas. L'idée, c'est au contraire de valoriser et de faire en sorte que le collaborateur davantage du temps à l'analyse du document en lui-même, plutôt qu'à, le restructurer en amont. Moi, plusieurs fois, j'ai rencontré des collaborateurs qui me disent, «Analyser les états hypothécaires, j'aime bien parce que ça me permet d'enquêter, de retrouver, faire, remonter, la lignée des propriétaires, ça me plaît d'enquêter». Bah, oui, effectivement, avec Intelligia, justement, l'idée, c'est de vous permettre de vous concentrer sur cette enquête, et de passer outre, en fait, les petites tâches en amont qui vont vous permettre justement de relier une radiation à sa formalité initiale, par exemple. Donc l'idée, effectivement, c'est vraiment, de faire en sorte de valoriser des compétences professionnelles pour que, les collaborateurs, les notaires consacrent davantage de leur temps à l'analyse en elle-même plutôt que, à essayer de préparer cette analyse. C'est un petit peu ça l'idée. Et puis aussi avec Intelligia, donc comme je vous le disais, on est vraiment un outil pour les collaborateurs, et les notaires puisque c'est eux qui mènent l'analyse de bout en bout. C'est eux qui ont toujours la main, sur l'outil, pour justement bien analyser leurs documents. Par exemple, voilà, si on sélectionne un état hypothécaire qu'on veut analyser, l'utilisateur doit filtrer, sur les éléments qu'il recherche. Sinon, effectivement, les alertes, les décomptes sur les inscriptions et cetera ne sont pas forcément en adéquation avec, les éléments que lui va rechercher. Donc on l'invite, très fortement à sélectionner, à filtrer sur une parcelle et sur une personne, par exemple. Donc c'est à lui que revient la tâche, d'identifier les éléments sur lesquels il doit faire son analyse. Et puis, il a également, tout au long de son analyse avec Intelligia, un accès direct, vers les formalités du document. Donc il a une visibilité, hem, comment dire? Tout au long de l'analyse, il a la possibilité de cliquer pour visualiser directement la formalité dans le document. Donc là encore, il garde, un accès et il garde la visibilité sur le document. Et puis aussi sur l'analyse de la partie stock, là on va indiquer en fait aux collaborateurs des indices de confiance sur tous les éléments qu'on remonte. Et là encore, c'est à lui de prendre en compte cet indice de confiance pour, l'intégrer, à sa propre analyse. Donc l'idée, c'est vraiment, de qu'Intelligia soit un outil qui permette aux collaborateurs, aux notaires, de se concentrer sur la tâche en elle-même de l'analyse plutôt que sur les, tâches parasites qui lui sont liées. Voilà. Et vous, du coup, Marianne, enfin et toi plutôt, j'allais dire vous chez Notarianne, mais et toi, Marianne, comment est-ce que, avec Notarianne justement, tu mènes à la valorisation des compétences professionnelles? Bah, j'avais envie de repartir sur ce que tu étais en train de dire Ah par bah rapport vas-y. au fait qu'Intelligia ne soustrait pas des compétences aux collaborateurs. Et en fait, moi j'agiterais même plus qu'il les multiplie finalement cet outil parce que c'est encore une fois une nouvelle manière de travailler. Ça tombe pas tout cuit dans le bec et donc ça ne veut pas dire qu'on va avoir ne plus recruter que des personnes qui vont être des exécutants et qu'il n'y aura pas plus de stimulation intellectuelle dans les Mmh. offices. Moi, ce qui me semble fondamental aujourd'hui, c'est de bien conserver à l'esprit qu'on travaille avec des individualités et non pas des robots. Et que donc, il faut s'assurer que tout le monde s'y retrouve professionnellement et intellectuellement parlant. Et donc, prendre en considération dans notre conduite de changement ce que l'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc la GPEC, la GPEC, puisque l'optimisation, la rationalisation, la standardisation ne devront jamais passer avant l'apprentissage en continu, la motivation intellectuelle de chacun. La gestion des ressources humaines nous permet de prendre en compte les idées, les attentes, les aspirations de nos collaborateurs. Si le projet est bien amené, avec cette intelligence artificielle qui intégrerait donc notre structure, si la communication a été suffisamment réfléchie et stratégique, eh bien, chacun va s'y retrouver et conserver son épanouissement dans la réalisation de ses missions et la tenue des entretiens
individuelle, professionnelle aussi, naturellement, nous permettra de nous assurer que l'ensemble de nos collaborateurs sont satisfaits de la mission et de la progression professionnelle que ça leur a permis d'avoir, qui est la leur, en fait, depuis l'intégration de l'outil. Cette question, donc, il faut absolument qu'elle soit au centre des préoccupations managériales. Ce sont ces entretiens, c'est cette observation en continu qui permettra à une équipe de considérer que ces managers ont les yeux tournés vers le confort de travail de tout le monde, qu'ils entendent non pas dissocier, mais bien conjuguer et concilier la productivité, le rendement avec la qualité de vie et le confort de travail de tous. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences va nous permettre de vérifier que chaque personne réalise bien des tâches en lien avec ses connaissances, ses compétences, sa formation et ses aspirations, et les outils que l'on utilisera pour s'en assurer et pour mener ces gestions prévisionnelles des emplois et des compétences. Eh bien, il s'agira des entretiens individuels professionnels, du plan de formation et puis du management et de la gestion des ressources humaines au quotidien. Vraiment, ne pas considérer que l'outil va potentiellement que nous simplifier la tâche. La simplification des méthodes de travail, qui est une bonne chose, va s'accompagner peut-être d'une façon de manager ces équipes qui sera de plus en plus compliquée, éventuellement, en tout cas à laquelle il faudra consacrer de plus en plus de temps. Alors, c'est pas pour rebrousser chemin que je dis ça, mais c'est en tout cas pour ne pas que ces projets-là deviennent des échecs parce que justement, on n'aurait pas pris conscience de ce que ça nécessite comme effort. Voilà, c'est important que chacun s'intègre bien dans la démarche, les collaborateurs qui vont devoir changer leur méthode, bien entendu, mais aussi la hiérarchie et les managers qui vont devoir d'accord conduire le changement, mais aussi continuer en permanence à se demander si leurs collaborateurs sont à la bonne place, au bon endroit, parce qu'en fait c'est ça, hein, la satisfaction et l'implication des collaborateurs, et donc leur fidélisation, ou moi je préfère parler d'engagement, proviendront du fait qu'ils se sentent bien, qu'ils trouvent un sens à leur travail et qu'ils se sentent toujours utiles à la société dans laquelle ils évoluent, malgré la modification de leur méthode de travail qui, si elle est mal amenée, pourrait être mal comprise et en l'occurrence, du coup, rejetée. À l'inverse, si c'est bien amené, si c'est réfléchi, si c'est intelligent, si on a fait appel à l'intelligence collective aussi, tout ça, c'est du gagnant-gagnant. On a du confort de travail, de la meilleure méthode de travail, on a un gain de temps, un gain de productivité, un gain de motivation et gain de temps qui veut dire aussi passer plus de temps sur d'autres choses à valeur ajoutée. Pour moi, c'est le chemin de l'entreprise apprenante, celle qui apprend de ses erreurs passées et celle qui a envie de s'améliorer dans le futur. Très bien. Et bien, du coup, on va pouvoir conclure, je pense, sur ce webinaire. Donc on a vu effectivement qu'il y avait aujourd'hui des tâches chronophages, enfin que certaines personnes au sein d'une étude notariale, peut considérer une tâche comme étant négativement chronophage, mais tous ne sont pas forcément concernés. Hem, on a vu donc qu'il y avait, des outils qui existaient pour vous accompagner, p à minimiser justement l'impact de ces tâches chronophages, dans le quotidien de ses collaborateurs, donc que ce soit des outils managériaux ou organisationnels ou des outils, technologiques. On a vu donc qu'il fallait à tout prix que la sécurité des processus soit maintenue, voire renforcée également avec ces outils. Hem et que, il était nécessaire et bien d'accompagner au changement, mettre en place ces outils et que ceux-ci soient vraiment, installés de manière pérenne dans l'étude, et que justement ça permet in fine, de valoriser, les compétences professionnelles. Pour finir, on aimerait vous proposer un dernier sondage, heu
Et en fait, on vous pose directement la question, souhaitez-vous être contacté pour mettre en place l'un des outils présentés, aujourd'hui? Donc, vous pouvez répondre, oui pour l'accompagnement, Notarian, oui pour Intelligia, oui pour les 2. Vous n'avez pas le choix, de répondre non. Donc, voilà, on vous laisse, également, voter, et en tout cas, voilà, ça a été un vrai plaisir, d'échanger avec toi, Marianne, sur ce sujet. Hem, Réciproque. Merci encore, Marianne, de ton invitation. ah bah, avec grand plaisir, nous, on est contents, voilà, c'était notre premier webinaire Intelligia, donc on est vraiment ravis que ce soit avec toi que ce soit déroulé et qu'on ait pu, et bien, parler des tâches chronophages dans Notariat. On vous partage ici, nos contacts si vous le souhaitez. Nous recontacter du coup, et puis, eh bien, on vous partagera également les prochaines thématiques, des webinaires, Intelligia. On a quelques pistes, mais on ne vous en dit pas plus. Voilà. Eh bien, merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents, et puis, peut-être Marianne, tu veux rajouter quelque chose? Un dernier mot? Oh non, non, c'est très bien conclu. Donc, on reste sur cette, cette Parfait. conclusion idéale. Merci encore et merci aux participants. Et puis dans la mesure où des compléments d'information seraient nécessaires, je crois que toi et moi restons à la disposition de ceux qui nous écoutent. Exactement, et puis vous aurez également accès, je crois, au replay de ce webinaire si besoin. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt, pour un prochain webinaire alors. Merci à tous. À bientôt. Merci, Marianne. Au revoir. Au revoir.